on parle d'une grève dont l'objet, l'intention est de pousser le gouvernement d'Israël à capituler face au Hamas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On est en pleine trahison. Il n'y a pas d'autre terme qui est adéquat pour décrire cette grève. Ce sont des gens qui soutiennent le Hamas. De facto, ce sont des gens qui font avancer les objectifs de guerre du Hamas. On Mhm. voit que dès qu'Israël met la pression, le Hamas devient plus flexible. Et dès qu'Israël ne met pas la pression, ou alors que le public, enfin l'extrême gauche, décide de trahir et puis pense que c'est plus important pour elle d'aller contre le gouvernement d'Israël que contre le Hamas, hein, le Hamas en sort évidemment renforcé. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Avant de parler politique, comme nous l'avons fait il y a quelques instants avec Benjamin Hachkar, que vous connaissez certainement bien, je voudrais avoir votre appréciation sur cette grève dite générale dans la société civile israélienne pour, on va dire, soutenir les familles d'otages ou protester contre le gouvernement. Non, d'abord, c'est pas une grève générale, c'est une grève de l'extrême gauche qui malheureusement, voilà, jouit évidemment de la collaboration de la Histadrout et de différents groupes de ce genre, mais c'est une grève de l'extrême gauche, c'est tout. Donc, ce n'est pas une grève générale, ça, je crois que c'est important de le mentionner. C'est une grève Et politique? ah oui, bah évidemment, personne ne s'en cache. C'est une grève politique dont l'objectif est de faire tomber le gouvernement et de faire arrêter la guerre. On est en Non, pleine trahison. personne, lorsque vous dites personne s'en cache, lorsqu'on entend les médias israéliens, ils donnent beaucoup d'importance effectivement à ce mouvement, mais ils disent que c'est pour la libération des otages, Oui, pour voilà, la fin de mais la ça veut guerre. dire quoi? Mais ça veut dire quoi pour la libération des otages? Vous savez, je veux dire, le grand problème, c'est que, euh, alors, malheureusement, il faut quand même dire qu'ils essaient de se cacher parce qu'ils, un petit peu, certains d'entre eux, on va dire, ils essaient de se cacher. La plupart des gens ne se cachent pas, hein. Mais certaines personnes peut-être essaient de se cacher pour essayer d'attirer vers eux une partie du public qui peut-être ne comprend pas ou je ne sais pas. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On parle d'une grève dont l'objet, l'intention est euh, de pousser le gouvernement d'Israël à capituler face au Hamas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On est en pleine trahison. Il n'y a pas d'autre terme qui est adéquat pour décrire cette grève. Ce sont des gens qui soutiennent le Hamas. De facto, pas peut-être des jure évidemment, mais de facto, ce sont des gens qui font avancer les objectifs de guerre du Hamas. Voilà, C'est-à-dire c'est tout. qu'aujourd'hui, dans les négociations, lorsque le Hamas voit qu'il y a une grève de ce type en Israël, eh bien, il se dit peut-être que je n'ai pas besoin de céder. Ben Euh, voilà. c'est ça, c'est ce que vous voulez dire en fait. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est la réalité. On Mhm. voit que dès qu'Israël met la pression, le Hamas devient plus flexible, et dès qu'Israël ne met pas la pression, ou alors que le public, enfin l'extrême gauche, malheureusement c'est peut-être plus que simplement l'extrême gauche, c'est peut-être la gauche tout court, décide de trahir et puis pense que c'est plus important pour elle d'aller contre le gouvernement d'Israël que contre le Hamas, hein, le Hamas en sort évidemment renforcé. Et par conséquent, les victimes, d'ailleurs, les premières victimes sont les otages. Mais simplement, on voit que dans la conduite des négociations, immédiatement, le Hamas devient plus raide. C'est tout, Co- c'est normal. Comment C'est vous... pas très compliqué à comprendre, vous savez. Il faut vraiment être complètement idiot pour ne pas comprendre. Et comme toute personne est complètement idiot, en l'occurrence, on comprend que ce sont des choses qui sont intentionnelles et et voilà, c'est tout, c'est dramatique. Mhm. Alors, je voudrais que l'on revienne avec vous sur deux développements. On va revenir sur un sujet qui est lié d'une certaine manière à la guerre dans la bande de Gaza, tout à fait lié, puisque la semaine dernière, on a parlé beaucoup de la visite de la vice-ministre des Affaires étrangères, Sharon Haskel, au Sud-Soudan, au Soudan du Sud, avec l'option que, on va dire, les Gazaouis puissent émigrer vers ce pays. Alors, je vais être franc avec vous. Je sais qu'on a beaucoup parlé ensemble depuis le début de la guerre de votre proposition qui a été, on va dire, reprise par le président américain Donald Trump de faire émigrer la population gazaoui de plein gré, il faut le souligner. Est-ce que c'est envisageable de transférer une population gazaoui, on va dire, d'une zone de détresse vers une autre zone de détresse, même si c'est pas tout à fait la même détresse, mais il y a de la famine véritable au Sud-Soudan. Écoutez, d'abord, je fais pas partie des négociations, donc j'en sais rien. Maintenant, je pense que de toute manière, que ce soit le Soudan ou ailleurs, ce ne sont pas des destinations finales pour les Gazaouis.
tout ça, ce sont des endroits qui leur permettent simplement de sortir de la bande de Gaza. Une fois que les Gazaouis seront sortis de la bande de Gaza, qui seront arrivés à peu près, en fait, n'importe où, depuis là-bas, ils pourront continuer dans leur périple et puis arriver dans une destination finale où ils pourront s'installer, avoir une vie normale. Bien, maintenant, l'idée, c'est simplement de nouveau de les faire sortir, que la porte de Gaza soit ouverte pour qu'ils puissent arriver quelque part, peu importe où, en fait. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le Sud-Soudan, dans ce point de vue-là, il faut pas le percevoir comme étant une destination finale, juste une étape. Alors, et concernant, on approche du mois de septembre, où, au cours duquel, s'il n'y a pas de changement majeur sur le plan diplomatique, eh bien, la France et d'autres grands pays devraient reconnaître la création d'un État palestinien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Israël, quelles sont les réponses qu'Israël peut apporter à une telle déclaration devant l'Assemblée générale des Nations Unies? Ben, il y a une seule réponse. Il n'y en a pas deux, il y en a juste une. C'est continuer la guerre, la terminer, en finir. Et ça va impliquer, par défaut, prendre le contrôle de toute la bande de Gaza et donc, en fait, la détruire, puisqu'on voit exactement qu'on n'a pas d'autre choix pour comprendre, pour occuper la bande de Gaza que de la raser. D'ailleurs, c'est parfaitement en accord avec le droit international et avec les lois de la guerre, des conventions de Genève, pour la simple et bonne raison que euh, toute la bande de Gaza, en fait, a été transformée de facto en un grand bunker. On voit les tunnels, mais pas seulement les tunnels, on voit que les maisons ont été piégées partout. Donc Israël n'a pas d'autre choix du point de vue purement opérationnel et militaire que de détruire Là, là, tout, en là. fait. Eh bien Et voilà, il est c'est ce que d'ailleurs 8h11 Israël minutes et 30 fait, a secondes. fait à Nous essayons Rafah, de surmonter quelques a fait problèmes à Beth techniques, mais Hanoun, a fait à Jebalia, Beth Laïa, nous avons le plaisir d'être etc. en Et ligne avec ça Benjamin va Lascar. Benjamin, bonjour. être fait dans la ville de Gaza et dans ce qu'on appelle Mon dans le politique camp peut du s'entendre centre, également. à Merci beaucoup Nuseirat, d'avoir répondu à nos et questions à sur la table. Je Rafah, continue sur les et Voilà, il est dans ce qui reste de Khan Younes, tout ça doit être rasé. Et une fois que tout est rasé, de toute façon, de facto, les Palestiniens n'auront plus où être. Et donc, ils vont partir. Et puis, une fois que les Palestiniens seront partis et qu'on aura trouvé des solutions, qu'il n'y aura plus de Hamas, que tout aura été détruit, les Palestiniens, de facto, devront partir. Et une fois qu'ils seront tous partis, il faudra qu'Israël annexe la bande de Gaza. Une fois qu'Israël aura annexé la bande de Gaza, vous savez, les Européens et puis le reste du monde, d'ailleurs, pourront dire ce qu'ils veulent. Ça n'aura plus de prise dans la réalité. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la seule réponse à la reconnaissance d'un État palestinien, c'est l'instauration de la souveraineté sur la Judée et la Samarie? Non, il faut faire les choses par ordre. L'ordre, maintenant, ce qu'il faut, c'est terminer Gaza. Une fois que de toute façon, la bande de Gaza, la question aura été réglée, de facto, ce sera terminé l'histoire d'un État palestinien. Parce que les relations démographiques entre les Juifs et les Arabes dans la terre d'Israël auront été changées de manière telle que ça ne deviendra quelque chose de plus significatif. Alors moi, je ne suis pas contre. Ensuite, si vous voulez, imposer la souveraineté israélienne, en tout cas dans un premier temps, sur les localités juives de Judée-Samarie, mais il faut quand même savoir il y a un problème dans tout ça. Et quel est le problème? Le problème, c'est que les Palestiniens de Judée-Samarie peuvent dire à la fin, bon, bah, écoutez, annexez tous et donnez-nous la nationalité. C'est pas quelque chose que nous voulons à ce stade. Je pense qu'une fois que la question de Gaza aura été réglée de manière satisfaisante, comme je l'ai dit depuis le premier jour, vous vous en souvenez, eh bien, je pense qu'en effet, il faudra commencer un processus d'annexion de la Judée-Samarie. Et si vous me posez la question, je pense que dans 50 ans ou dans 60 ans, on pourra tout annexer et peut-être même donner la nationalité aux Arabes qui y vivent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que les relations démographique entre les Juifs et les Arabes, d'abord, si on arrive à faire partir, enfin, que que les Arabes de Gaza, donc, de nouveau, le rapport démographique aura changé, mais c'est pas seulement ça, c'est que la natalité des Arabes d'Israël et de Judée-Samarie est en plein écroulement, il faut le Mhm. savoir. Aujourd'hui, on parle à environ 2,6 enfants par femme chez les Arabes d'Israël et à peu près la même chose en Judée-Samarie. Les Juifs, on en est à pratiquement 3,1. Mhm. Donc, il y a déjà un avantage significatif aujourd'hui de natalité des Juifs par rapport aux Arabes. Et il faut savoir qu'en 1967, quand Israël avait occupé, pendant la guerre des 6 jours, avait occupé la Judée-Samarie, la natalité des Arabes de Judée et de Samarie était de presque 10
enfants par femme. On était à 9,7 ou 9,8, quelque chose comme ça. C'était incroyable. On est passé donc en 50, combien, 58 ans, Oui. on est passé de 9,7 à 2,5 ou 2,6. Dans 10 ans, on sera à peu près au niveau de 1,5, 1,6, ce qui baisse en moyenne de 0,1 par année. Donc, vous faites les calculs, dans quelques dizaines d'années, il n'y aura plus de problème. De ce point de Ok. vue-là, Alors, on bon, va tranquillement annexer la Judée-Samarie. on a bien compris. Je voudrais revenir avec vous sur les dossiers intérieurs et en particulier politiques, en particulier la décision du Likoud de réintégrer dans ses rangs Guidon Saar. Vous êtes favorable à cette démarche? Mhm, absolument. Je pense que Pour, c'est une très bonne démarche et que c'est bien que je pense ne pas me tromper en disant que vous l'avez vertement critiqué en son temps, Guidon Saar. ça dépend. Moi, quand il a quitté le Likoud, je ne l'ai pas critiqué parce que je pense que Netanyahou l'a poussé à quitter le Likoud à tort. C'était une grave erreur. Il fallait pas pousser à l'époque Guy Saar de quitter le Likoud. Ensuite, quand il est rentré dans le gouvernement avec, Lapid et Bennett et qu'il a autorisé, il a permis en fait la création de ce gouvernement, alors là, oui, là, c'était en effet une grave erreur et je pense que ça, c'était en effet extrêmement grave. Et en plus, il a fait une nomination catastrophique avec la conseillère juridique du gouvernement, Biara, Miara. voilà, pardon. Euh, bon, ça, c'était vraiment un désastre. Mais bon, voilà, vous savez, les gens changent, les gens font des erreurs. On doit aller de l'avant, il faut regarder vers Mais alors l'avant. vous qui êtes au Likoud, vous êtes capable d'estimer la popularité de Guidon Saar? Est-ce que par exemple, si il devait se présenter pour la succession éventuelle de Binyamin Netanyahou, il aurait un soutien à l'intérieur de Likoud après ce qui s'est passé avec lui de ces dernières années? Alors, il aurait du soutien, certes. Est-ce que ce soutien serait suffisant pour gagner? J'en doute, mais c'est pas impossible, on verra. Ça sera Par aux exemple, adhérents du Likoud de décider. par exemple, dans une confrontation entre Israël Katz et Guidon Saar, dans l'hypothèse où Netanyahou ne serait plus là? Je n'en sais rien, ce sont des spéculations, on verra. Je n'en sais absolument rien. Voyons, Guidon Sarr rentre maintenant, est rentré au Likoud. Il va se présenter aux prochaines primaires. Euh, on verra déjà quel score il va faire. Et puis ensuite, le moment venu, quand Netanyahou quittera le devant de la scène, eh bien, ils voudront de toute façon tous se présenter. Voilà, on verra, mais c'est pas la peine De de faire devancer. des plans de tirer des plans sur la comète à ce stade. C'est complètement prématuré. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur cette palette de sujets importants dans l'actualité, aussi bien liés à la guerre que liés à la politique intérieure. Merci, Amir, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.